Alors bonjour et bienvenue à votre bulletin de nouvelles de la Haute-Gaspésie, une présentation de télévision Haute-Gaspésie et du journal L'Avantage Gaspésien. Mon nom est Dominique Fortier et j'ai en ma compagnie mon fidèle collaborateur, M. Frédéric Deroy. Alors bonjour Frédéric. Bonjour Dominique. Passe une belle semaine. Oui, très belle semaine. Le printemps commence à vouloir apparaître, alors on espère. Mais comme tu le sais, en avril, ne te découvre pas d'un fil. Ouais, mais en Gaspésie, ça marche pas. Aussitôt qu'il y a du soleil, tout le monde enlève une couche et se fait croire qu'il fait chaud. Et advienne que pourra. Et voilà. Voilà. Et nous avons également en studio la visite du directeur de la Chambre de commerce de la Haute-Gaspésie, M. Pierre Huot. Bonjour à vous. Bonjour, bonjour. Alors, on aura l'occasion de s'entretenir avec M. Huot dans quelques instants. On va parler de pénurie de main-d'œuvre, une problématique qui touche pas mal tout le monde, pas seulement en Haute-Gaspésie, mais à travers le Québec. Alors, on aura l'occasion de discuter avec M. Huot de ce que la Chambre de commerce peut faire justement pour aider les entrepreneurs et les commerçants à pallier à ce manque de main-d'œuvre-là. Mais tout d'abord, on va passer rapidement en revue les faits marquants de l'actualité cette semaine. Alors, une des grandes nouvelles qui nous est arrivée sur nos bureaux était à l'effet que finalement, on a décidé d'aller de l'avant avec des travaux à l'aréna de Cap-Chat. On sait qu'il y avait eu des consultations en septembre dernier. On avait sondé la population à savoir qu'est-ce qu'on devrait faire avec le bâtiment. On sait que le système de réfrigération arrive à sa fin de vie utile. Donc, force est de constater que l'achalandage n'augmente pas. On sait que la démographie quand même en baisse un peu partout. Cap-Chat ne fait pas exception. Donc, on se demandait qu'est-ce qu'on doit faire avec cette aréna-là. Alors, pour l'instant, le conseil n'a pas statué sur ce qu'on devrait faire de la patinoire en tant que telle. Tant qu'elle fonctionnera, on la laissera fonctionner. Mais par contre, on a retrouvé dans les tiroirs des plans d'architecture qui dataient de 2012 et qui proposaient une refonte de l'entrée, donc de la billetterie, un peu comme on a vu à Sainte-Anne-des-Monts, et également du deuxième étage. Alors, on sait, en ce moment, le deuxième étage sert surtout pour la présentation des bingos le dimanche, mais on pourrait probablement amener les gens davantage à louer cette salle-là si elle était un petit peu plus moderne, un petit peu plus relookée. Et aussi, parmi les plans, on parlait de peut-être la diviser en deux, histoire de pouvoir justement tenir certaines réceptions où on n'a pas besoin d'un espace aussi grand. Oui, même si on n'a pas statué sur qu'est-ce qu'on va faire avec l'espace où il y a la glace présentement, c'était déjà dans les idées qui étaient ressorties par rapport à la salle et tout. Je pense qu'on parlait de la toiture aussi éventuellement. Donc, pour garantir que le bâtiment reste en bon état, je pense qu'il faut aller de l'avant. Et c'est une très bonne idée d'avoir des belles salles à louer. C'est pas si facile à trouver pour des événements. Donc, Cap-Chat marquerait des points, c'est sûr, avec une rénovation de cette salle-là. Et pour l'entrée, oui, juste les marches qui n'ont pas eu une d'égale à Cap-Chat en béton, donc ça ferait du bien. Mais c'est encourageant aussi de voir qu'on va aller de l'avant, de mettre quelque chose un peu en route, là, et il restera l'espace de la glace à gérer. D'après moi, là, on va s'enligner vraiment vers l'espace multisport. C'est ce qui ressortait beaucoup dans la population. Donc, j'ai l'impression que c'est toujours une question de financement, d'aller trouver le financement, mais ça serait un gros plus pour la Haute-Gaspésie d'avoir un espace couvert pour le soccer ou d'autres sports, de pouvoir le faire à l'année. Donc, nous, tu vois, à la piscine avec les gymnases, il y a plus de demandes qu'on peut offrir pour certains tournois de hockey-ball ou des trucs comme ça. Donc, si Cap-Chat venait à avoir une surface comme ça, multisport intérieur, ça serait vraiment intéressant pour la région. Ce que proposaient les élèves de l'école L'Escabelle, c'était justement d'avoir une offre de services sportifs qui n'existe pas nécessairement à Saint-Anne-des-Monts, histoire d'être complémentaire. Donc, histoire à suivre, mais le fait, comme tu disais, d'avoir une salle au deuxième étage qui pourrait accueillir justement des réceptions. Je me tourne peut-être vers M. Huot. On sait qu'à Saint-Anne-des-Monts, lorsqu'on organise des formations ou des conseils d'administration, on est souvent dans les mêmes salles. À Cap-Chat, il n'y a pas beaucoup d'endroits de ce genre-là où on peut tenir... Effectivement, ce serait un bel endroit qu'on pourrait diversifier nos endroits de réunion. Je veux dire, on en fait à Mont-Louis l'année passée, l'RGA s'est fait là. Cette année, ça va se faire à Sainte-Anne, mais ça aurait pu, si on aurait une salle à Cap-Chat, se faire à Cap-Chat aussi, effectivement. Et il y a des saisons aussi que beaucoup de choses se passent dans la région, donc même si on a quelques belles salles, elles ne sont pas disponibles, donc plus on a une offre intéressante, bien mieux c'est. Voilà, exactement.
On reste dans le milieu municipal. Les 3 maires de l'Est de la MRC, soit Magellan-Aymon à Mont-Saint-Pierre, Guy Bernatchez à Saint-Maxime-du-Mont-Louis et Régent Normand à Rivière-à-Claude, ont décidé de s'unir pour pallier à des éventuels sinistres. Alors, on sait qu'ici en Haute-Gaspésie, on est particulièrement frappé par les crues des eaux, par les températures qui ne sont pas toujours clémentes. Dame Nature nous a souvent fait foi de ses foudres, comme on peut en témoigner la route 132, lorsque notamment la Martre avait été enclavée pendant quelques jours. Alors, ce qu'on a décidé de faire, c'est d'embaucher une ressource, Bernard Mondillon, qui est un ex-policier. Donc, il en sait quelque chose dans l'intervention d'urgence. Oui. Alors, son mandat sera pour la prochaine année d'évaluer les ressources en place, évaluer qu'est-ce qu'on a besoin comme équipement, quels seraient les meilleurs moyens pour communiquer aux gens si jamais il y a une urgence, quels seraient les lieux de rassemblement, le lieu de coordination ou les lieux. Donc, c'est ce qu'on a décidé de voir. Donc, évidemment, chaque municipalité doit se doter d'un plan d'intervention en cas de sinistre. C'est une nouvelle réglementation. Ce que M. Mondillon me disait, c'est que souvent, on va voir dans les municipalités et on sort le plan d'intervention d'urgence qui avait été fait et ça peut souvent dater des années 70-80 et tout ce qu'on avait fait, c'est changer le nom de la personne ressource sur le papier. Donc, il y avait beaucoup de dépoussiérage à faire et maintenant qu'il y a des nouvelles normes qu'on doit respecter, comme justement si on décide d'avoir un lieu de rassemblement, un refuge pour les gens en cas de, je sais pas, de panne majeure ou quoi que ce soit, ben ça prend un minimum de services sanitaires à l'intérieur. Donc, c'est un exemple de normes qu'on a à respecter. Donc, bref, cette ressource-là, ce sera son travail au cours de la prochaine année, de voir qu'est-ce qu'on peut mettre en commun pour ces 3 municipalités-là et d'accoucher finalement d'un plan d'intervention. C'est une excellente initiative. J'aime beaucoup le côté regroupement, là, de le faire en gang. Souvent, c'est ce qui fait défaut un peu dans nos communautés. Chacun travaille de son côté. Donc, de se rassembler pour le faire, c'est une très bonne nouvelle. Mais on se dit souvent, en regardant ça, ce n'était pas déjà fait. Donc, tant mieux, ce le sera, mais c'est toujours... ça prend des grosses catastrophes des fois pour réaliser qu'on n'a pas ce genre de plan-là. Ou comme tu dis, il existait, mais on est surpris d'en avoir un. Personne ne l'avait lu depuis des années. Donc là, belle initiative, mais il faut le faire, mais des fois, c'est surprenant de savoir que c'était pas fait. T'sais. Et un autre sujet sur lequel on doit se pencher et sur lequel la région est aux prises avec cette problématique, c'est la pénurie de main-d'œuvre. Oui. On en a parlé abondamment, mais concrètement, qu'est-ce que nous, on peut faire ici sur le terrain? Je me tourne vers M. Pierre Huot, directeur de la Chambre de commerce. Alors, on sait que du côté de la Chambre de commerce, le rôle est d'épauler les entrepreneurs, les commerçants, organiser des formations. Donc, si je vous posais la question en partant, qu'est-ce que la Chambre de commerce peut faire pour tenter d'aider à régler cette problématique-là? Je pense que le premier rôle de la Chambre de commerce de la Haute-Gaspésie, évidemment, c'est d'organiser justement des conférences, des formations. Ça, c'est la mission de la Chambre de commerce. Puis, ces formations-là qu'on offre ne sont pas juste à nos membres. Quand on offre des formations à ce niveau-là, c'est ouvert à tout le monde. Donc, même les entrepreneurs qui ne seraient pas membres de la Chambre de commerce peuvent y participer. Donc, ça, c'est le côté qui peut être intéressant. Donc, c'est pour ça qu'on fait, quand on fait notre publicité, on le fait sur Facebook. Donc, c'est pas juste aux membres. Parce qu'il y a d'autres gens qui sont aussi membres, qui ont aimé notre page Facebook, donc ils voient la publicité et nos infolettes, évidemment. Mais c'est vraiment pour tous les entrepreneurs de la région, c'est le rôle de la Chambre de commerce de faire ça. Et qu'est-ce qu'on observe sur le terrain? Est-ce que la pénurie de main-d'œuvre est vraiment généralisée chez l'ensemble des commerçants? Est-ce que c'est une impression qu'on a ou bien c'est bel et bien le cas, là? C'est pas une impression qu'on a, c'est un peu le cas. Je veux dire, il y a à 2 niveaux, je pense, que le manque d'employés, de disponibilité des gens. Au niveau des entreprises, ça, c'est fréquent. On l'entend très fréquemment, que ce soit dans le tourisme, que ce soit dans des entreprises de base, qu'on a aussi la restauration, il y a même des restaurants qui sont pas ouverts parce qu'ils n'ont pas de personnel. Les épiceries, c'est le même problème comme tel partout. Mais puis quand il manque des employés comme ça, quand on parle d'une grosse entreprise comme Métro, je veux dire, il y a suffisamment d'employés pour être capable de faire quelque chose. Mais quand on parle d'une entreprise qui a 1 ou 2 employés avec le patron, pendant que l'employé qui manque d'employés, le patron ne peut pas développer son entreprise parce qu'il est obligé de remplir des postes qu'ils ne sont pas capables de faire en temps normal. Par les organismes communautaires. Je veux dire, ils ont le même problème. C'est sûr qu'il y a un petit peu plus de bénévolat dans ces organismes-là, mais
Le manque d'employés qui ont besoin fait qu'à un moment donné, c'est les services qui sont coupés. C'est les services à la population qui sont coupés à ce moment-là. Donc, je pense que c'est un problème qui est réel. Je pense qu'il ne faut pas s'en cacher. Là. Et quand on regarde les solutions possibles, on sait que la majorité des régions du Québec ont la même problématique. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on va chercher des gens à Matane ou à Rimouski, ou on essaie d'aller le chercher dans les grands centres, ou la main-d'œuvre immigrante, tout ce qu'on entend, c'est que c'est très difficile de faire entrer quelqu'un au pays pour le faire travailler. Donc, elles sont où les solutions? C'est une bonne question. C'est une bonne question. Je pense qu'il y a une des pistes de solution, évidemment, c'est de ramener nos jeunes. Nos jeunes partent, s'en vont étudier à l'extérieur. Il faut trouver des façons de les ramener en région avec des emplois qu'ils peuvent créer. Ce qu'on remarque, c'est que les jeunes aussi se créent des emplois eux-mêmes maintenant, beaucoup plus que il y a plusieurs années. Okay? Donc ça, c'en est une. Il y a ramené les retraités. Je veux dire, il y a une expérience qui est là, qui peut être utile à beaucoup de gens. Puis il ne faut pas les ramener en sens, les obliger à revenir travailler. Si on a pris leur retraite, c'est parce qu'ils ont le goût de profiter un peu de la vie. On ne se le cachera pas, c'est leur façon de voir. Mais il y a des conditions qu'on peut peut-être mettre, dire, 2 jours semaine, est-ce que ça... 2 jours, ça vient de couvrir 2 jours d'emploi quelque part, sans les obliger. Ce qui freine souvent les retraités, par contre, c'est les lois fiscales. C'est qu'il y en a qui aimeraient revenir au marché du travail, mais vont se faire couper d'un bord, donc ils gagnent à peu près la même chose, ou des fois, ça les pénalise plus de travailler. Donc là, il y a un côté, il y a Québec aussi qu'il faut qu'ils mettent l'épaule à la roue. C'était une mesure du dernier budget, justement, qu'on a vu. Là. Tout à fait. Au fédéral, ça a été fait, mais ça a été fait pour les gens qui avaient leur pension de vieillesse, que tout le monde a à 65 ans, mais c'est ceux qui bénéficiaient du supplément de revenus. Okay. Donc, la mesure a été faite pour ces gens-là. Mais il y a aussi des retraités qui ont peut-être le goût de... J'en suis un. de faire autre chose aussi après la retraite, sans dire, en réalité, c'est une retraite de ce qu'on fait d'une vie régulière depuis des années, c'est de faire autre chose. C'est un peu l'avantage. Tu parlais d'immigration. Il ne faut pas avoir peur de l'immigration aussi, parce que l'immigration, là, c'est un gros terme. Hein? Ça peut être des gens de l'Ontario qui viennent travailler ici. Je veux dire, l'immigration, c'est pas à l'extérieur du pays non plus. Mais ces gens-là, il faut aussi s'habituer à ça. Il faut les encadrer de façon à ce que les immigrants, quand ils viennent ici, pas pour 1 an ou 2, qui s'installent et qui restent longtemps. Et souvent, les immigrants, ce que ça fait, on ne se le cachera pas, notre démographie baisse depuis quelques années, mais les immigrants, quand ils viennent pas souvent, ils viennent pas seuls. Je veux dire, c'est des gens qui vont emmener de la famille quelque part à un moment donné, qui vont ramener des gens dans notre région. Fait que ça, c'est un point qu'il ne faut pas avoir peur, évidemment, puis d'avoir des règles d'embauche pour les entrepreneurs, des agences communautaires aussi, là, de comment les intégrer avec les employés. Hein, parce que c'est une peur, ça, par rapport à... On a déjà la chance d'avoir place aux jeunes pour les moins de 35 ans, mais avec la MRC aussi, on a une ressource pour l'intégration. Donc là-dessus, on est quand même bien équipé. C'est au niveau, comme tu parlais, au niveau gouvernemental. Évidemment, au Québec, c'est le Québec qui décide des immigrants. C'est de faciliter l'immigration en région. Je sais que le gouvernement, présentement, veut changer les règles, veut changer la règle d'amener des immigrants sur la base des emplois disponibles. Est-ce que ça peut aider? Probablement. Parce que si tout ça ne fonctionne pas, les retraités, c'est des gens qui sont dans la place, mais ça peut être des gens qui viennent de l'extérieur aussi, là, parce qu'ils ont le goût de changer de mode de vie, mais qui ont un petit travail de 2-3 jours semaine, ça fait leur affaire. Mais ça va nous permettre de garder nos services. Parce qu'on ne se le cachera pas, là, si on n'augmente pas notre population, quelque part, à un moment donné, le gouvernement, c'est là-dessus qu'il se base. Hein, c'est sur la population qu'on va avoir, les soins de santé, les commerces de proximité. On a eu la preuve avec à Capcha. Je veux dire, la valeur de nos résidences. Les gens ne pensent pas à ça, là, mais si les gens qui partent et qui ne reviennent pas, qu'on ne les comble pas, mais la maison qui est à vendre, s'il n'y a pas personne pour l'acheter, à beau valoir tel prix, ce ne sera pas la même chose. Puis évidemment, nos entreprises. Et oui, ce que j'allais dire, dans le fond, c'est que là, je viens de perdre mon idée. En fait, ce que j'allais dire, ça, c'est une question qui est ouverte à tous. C'est évident que pour attirer des jeunes familles ou des retraités vers un emploi, ça prend des conditions intéressantes. Donc, qu'est-ce qu'on fait avec la panoplie d'emplois, que ce soit le livreur au dépanneur ou le plongeur au restaurant ou bien le gars de nuit à l'hôtel? C'est des emplois qui doivent être comblés. Mais bon, à salaire minimum, est-ce que des gens vont vouloir sortir de leur retraite pour aller faire ça? Est-ce que des jeunes vont venir en région pour ça? C'est une autre problématique, là. Bien, ce qu'il faut, c'est une bonne question aussi. La question, là, c'est au niveau salaire, est-ce que ça va changer quelque chose?
OK? Ce qu'il faut se dire, que quelqu'un qui gagne le salaire minimum à Montréal est plus pauvre que quelqu'un qui gagne le salaire minimum en région. Première des choses. Hein? Déjà là en partant. Je lisais il n'y a pas tellement longtemps, dans Charlevoix, au niveau touristique, ils veulent mettre les salaires à 20 $ pour les employés dans le tourisme. Bon, c'est une bonne idée. Est-ce que ça règle le problème? Ça ne règle pas le problème. Ça va régler le problème du tourisme. Mais les jeunes qui travaillent dans les dépanneurs à 14, 13, 20 piastres, je vais aller travailler à 20 piastres. On va déshabiller les gens pour habiller les gens. Ça. Ouais. Donc, c'est pas d'augmenter le salaire qui va faire qu'on va combler nos emplois. C'est d'aller chercher des gens qui vont combler des postes. Après ça, on pourra s'adapter et augmenter ça. Et tantôt, tu parlais de qu'est-ce que les employeurs peuvent faire. Bien, la Chambre fait des formations. C'est de participer à ces formations-là. On en a une il n'y a pas longtemps. Qui était misée sur une main-d'œuvre diversifiée, qui était justement sur l'immigration, comment faire. Est-ce qu'on a eu beaucoup de participants? J'ai eu un entrepreneur qui est venu. Il y a eu du monde, mais des gens du SANA, les gens du CLD, la SADC, des gens qui sont impliqués dans le milieu. Mais une seule entreprise. Mais une seule entreprise, à part du CIS. Mais évidemment, le CIS, en plus, ils ont des moyens que les entreprises ils ont des ressources humaines, oui, c'est ça, ils sont équipés en ressources humaines. Tout à fait. Puis j'en ai un autre qui s'en vient là, le 17 avril, qui est le défi, tournée défi main-d'œuvre qui va avoir lieu à Sainte-Anne le 17 avril dans l'après-midi. Publicité qui est dans le journal aujourd'hui. Ça sort à la radio aujourd'hui et jusqu'à mercredi. C'est un frais de 40 $ plus les taxes pour tout le monde. Ça se fait ici à Sainte-Anne, à l'Auberge de la Seigneurie des Monts. Donc, on encourage les gens à y aller. Peut-être rappeler les coordonnées, puisque le temps file un peu. Oui, tout à fait. Donc, évidemment, c'est inscription, c'est par courriel à la direction ccaudegaspésie.com, par téléphone aussi, 418-763-2200. Ça se fait le 17 avril. C'est tournée défi main-d'œuvre. Beaucoup de gens de ressources humaines qui vont être là. Il y a 3 personnes qui vont être sur place. C'est 3 coachs. Et puis, il y aura un 5 à 7 réseautage par la suite, évidemment. Donc, 13h à 16h30, l'Auberge de la Seigneurie des Monts, et c'est 40 $ plus les taxes. Et, alors, rapidement, j'ai retrouvé mon idée. C'est juste par rapport aux jeunes, pour les attirer, il faut aussi que la population ici, en général, les adultes, changent un peu le discours parce que pendant des années, on disait qu'il n'y avait pas de job ici, puis on encourageait nos jeunes pratiquement à quitter, à s'en aller étudier et à se trouver un emploi en ville. Oui. Et là, il faut adapter notre discours parce qu'il y a des emplois disponibles. Et je me souviens, il y a peut-être 2 ans, à la Marthe, on avait eu une rencontre par rapport à ça, là, les défis de la région. Et là, dans les statistiques, on venait nous présenter qu'il y avait beaucoup d'emplois disponibles et que c'était pas juste des emplois spécialisés. Parce qu'il y avait aussi avant, c'était que les emplois disponibles nécessitaient un diplôme collégial ou universitaire. Ce qui n'est plus le cas, c'est que c'est assez varié, la palette d'emplois. On a le choix, effectivement. Mais il y a encore des adultes qui ont le discours de dire qu'il n'y a pas de job ici, alors que c'est pas vrai. C'est plus vrai du tout. Oui, c'est ça. Donc, il faut réajuster le discours pour que les jeunes soient intéressés à revenir. Et évidemment, comme le mentionnait M. Huot, c'est en participant à des formations sur la main-d'œuvre qu'on a davantage d'outils pour tenter de recruter des gens et ça bénéficiera à toutes les entrepreneurs et aussi aux citoyens de la région qui pourront avoir accès à des services. Alors, merci, M. Huot, d'avoir été avec nous. Si tu me permets de juste prendre une petite seconde. Évidemment, il va y avoir la GA au début mai de la Chambre de commerce qui devra, versus la participation au niveau des activités de la formation, de faire une réflexion à savoir la mission de la Chambre de commerce, qu'est-ce qu'elle devrait être. Si on voit que les entrepreneurs ne veulent pas participer, bien, il y aura peut-être une réflexion sur l'avenir de comment amener la Chambre de commerce à être beaucoup plus utile. Je pense que c'est une réflexion qui s'impose effectivement. Tout à fait. Alors, de notre côté, on prend une courte pause et on vous revient avec des invités bien spéciales. Alexis, c'est un petit gars très actif, toujours souriant. C'est un petit garçon qui a beaucoup d'énergie, donc des jeux pour lui, c'est important pour dépenser de l'énergie. Il aime beaucoup, il y a les jeux d'eau qu'il aime, aller jouer au hockey-ball, aller faire du vélo avec les amis. Il y a le soccer aussi qu'il aime beaucoup. Alexis, c'est un garçon très enjoué, fonceur, très ordonné. Ces petites autos, il sait tout ce qu'ils sont. Tu vas lui demander telle petite auto ce qu'elle est, puis il va te le dire tout de suite. C'est vraiment remarquable, même. C'est un petit garçon qui ne veut jamais déplaire. Un jour, je voulais monter sur le tracteur à gazon. Le chauffeur m'a pas vu et les lames ont coupé ma jambe.
On a appelé l'ambulance, puis on a monté, nous autres, à un hôpital le plus proche pour les soins d'Alexis, là. Tu sais, j'ai toujours essayé, là, ma devise a tout le temps été « la vie doit rester le plus normale possible ». Alexis a toujours continué ses activités. Des fois, il faut adapter, mais tout peut se faire quand même. L'Association des amputés de guerre, c'est rien que du bien. Je pense que pour avoir eu ça, je sais pas si on serait rendu à ce point-là. Puis c'est le ressources humaines que tu vas chercher. Tu vois du monde comme Alexis, puis à d'autres stades. Puis ça fait du bien de les voir persister de même, puis qu'ils se débrouillent très bien dans la vie, là. Un accident comme celui d'Alexis, ça n'arrive pas juste aux autres. Un petit moment d'inattention et c'est fait. J'ai un message pour tous les enfants. On doit toujours rester loin des tracteurs à gazon parce que c'est dangereux. Jouez prudemment. Nous sommes de retour à votre bulletin de nouvelles de la Haute-Gaspésie et j'ai à ma gauche Frédéric Deroy qui vient de passer de l'autre côté de la table. Et voilà. C'est afin de mieux accueillir nos trois invités de la semaine. Alors, il s'agit de Rebecca Lévesque, Marie-Ève Lévesque et Audrey-Anne Roy. Alors, bonjour les filles. Bonjour. Alors, si vous êtes avec nous aujourd'hui, c'est pour nous parler d'un projet qui s'appelle l'Odyssée de l'objet. Alors, vous étiez l'équipe Gabriel Lecourtois, donc la seule équipe qui représentait la Gaspésie. Alors, je me tournerai peut-être vers Rebecca en premier. Si tu nous racontais un petit peu quel était le but de ce concours-là? C'est quoi l'Odyssée de l'objet? Dans le fond, on avait à créer un objet pour de la survie et c'était en but de participer à un concours à Montréal pour pouvoir compétitionner contre la Belgique. OK. Et de ton côté, Marie-Ève, comment s'est fait la sélection de l'objet? Comment vous en êtes venu à vous dire, bon, ben essayez, on y va avec une couverture? Ben, les filles, ils voulaient pratiquer... dans le fond, dans l'objet, ils voulaient faire de la couture. Puis on voulait utiliser la soie d'Amérique, c'est la clépiade. C'est une mauvaise herbe qui pousse dans les montagnes. Donc, on voulait utiliser cette fibre... Cette fibre-là pour la conception. Oui. Et Audrey, justement, qu'est-ce qui rentrait dans les critères, justement, pour la couverture? Qu'est-ce qu'on devait respecter là, pour que l'objet soit conforme à ce qui était demandé? Il fallait avoir un objet éco-responsable, il devait faire un peu moins d'1 mètre cube et on devait surtout solliciter l'aspect de survie. Mm-hmm. Et justement, pour ça, vous avez quand même eu de l'aide. Je pense qu'il y a des gens là, qui sont venus à votre rencontre pour vous aider. Oui, tu peux y aller, Marie-Ève. Oui, il y a une designer industrielle qui est venue nous aider à faire le point sur notre projet et nous a liés vers des gens avec qui nous aider. Mm-hmm. Et on est allé faire aussi une visite à une industrie à Armoire-des-Monts. OK. Que là, on a rencontré une autre designer qui nous a aidé aussi à travailler sur notre projet. Et Rebecca, je pense que du côté d'Avalanche Québec, vous avez aussi eu un petit coup de main, là. Oui, dans le fond, Avalanche Québec sont venus faire une représentation pour nous montrer la survie en avalanche et les différents produits utilisés pour les avalanches. Puis ça nous a fait aider à faire notre choix pour la couverture de survie Merman. Et est-ce que c'est... Oui, vas-y, Frédéric. Oui, bien, dans le fond, mais avant tout ça, il y a un concours pourquoi vous avez pas assez de job à l'école? Pourquoi vous êtes embarqué là-dedans? Qu'est-ce qui vous tentait de participer, de mettre du temps et de l'énergie dans ce projet-là? C'était surtout pour faire des activités ensemble après l'école, vu qu'on n'a pas beaucoup de temps ensemble. Okay. Donc, on voulait solliciter l'aspect de notre région parce que l'hypothermie, c'est vraiment important. Puis justement, vous faites déjà partie d'un club de sciences ensemble, je crois. Hein? Oui. Donc, ça allait un petit peu dans la veine dans laquelle vous travailliez déjà. Ouais. Et quels ont été les principaux défis que vous avez eu à rencontrer lors de la conception de la couverture? Il fallait se diviser les tâches. C'était pas facile de diviser les tâches, de dire qui fait quoi ou quand on le fait, là. Surtout quand les filles, il fallait qu'ils fassent la couverture. Là. C'était difficile de décider une heure précise ou la journée précise à quand le faire. Puis aussi, c'est dur aussi de collaborer en équipe vu qu'on est 4. Puis on avait aussi à séparer les tâches pour que tout le monde ait une tâche égale à faire.
Oui, c'est vrai, parce qu'il manque quelqu'un, mais il y a Monica Vallée aussi qui est avec vous, là. Puis en plus, les matériaux, ils n'étaient pas faciles à trouver. Il a fallu faire des longues recherches pour trouver les matériaux qu'on voulait. Oui, de l'asclépiade, justement, on trouve ça où exactement? Ben, on a communiqué avec la compagnie Monarch, qui font des manteaux. Donc, c'est des retailles de manteaux qu'on a reçus pour faire la couverture. Excellent. Est-ce que la première version de la couverture ressemble à la dernière version? Est-ce que ça a beaucoup évolué ou vous aviez eu déjà un bon plan de match et c'était cette version-là tout de suite? Ça a beaucoup évolué. Ça a beaucoup évolué. Oui. Avez-vous gardé un exemple de votre premier essai? Ou vous l'avez détruit pour que personne... Non, on l'a gardé. Oui, c'est bon. Ça reste un beau souvenir. Et là, à la fin de tout ça, ben, il y avait des prix qui étaient offerts et vous avez remporté le prix Curium. Alors, quelqu'un pourrait m'expliquer quel est le prix Curium et qu'est-ce que ça vous rapportait exactement? Le prix Curium, c'est un prix coup de cœur du public. Puis le prix Curium, c'est qu'on gagne une revue d'1 an de Curium. Puis, dans le fond, le public a voté, puis ils ont choisi la couverture maman pour le prix coup de cœur. Et c'est ça, et le magazine Curium, c'est un magazine pour ados à saveur scientifique, je pense? Oui, dans le fond, c'est 14 ans et plus, puis c'est comme des choses qui ont rapport avec la science. OK. Et maintenant, l'aventure n'est quand même pas terminée, puisque les gens peuvent continuer à aller voter, cette fois-ci pour votre projet, mais aussi des projets qui se font de l'autre côté de l'océan. C'est en plein ça. Oui. Pour aller voter, il faut aller sur le site internet de Grand Prix Odyssée de l'objet. Donc, c'est justement, on avait, dans ce concours-là, ce qui est particulier, c'est que c'est la première édition québécoise, parce que ça se faisait toujours en Belgique. Donc là, on s'affronte avec la Belgique et le Canada. Alors, on invite les gens, évidemment, à aller voter massivement pour faire rayonner Sainte-Anne-des-Monts au niveau international. J'aurais une petite question. Depuis plusieurs années, on entend que il manque de femmes en sciences. Donc là, vous êtes une équipe juste des filles. Est-ce que, là, vous avez vu les autres équipes, les autres concurrents, est-ce que vous êtes une bébite à part ou vous avez vu beaucoup de filles aussi participer à ce concours scientifique-là? Il y a des équipes qui sont seulement des garçons, des équipes aussi seulement des filles, puis il y a aussi des équipes mixtes. C'est quand même assez mélangé. Mais avez-vous vu autant de filles que de garçons ou il y a quand même encore moins de filles qui participent à ça? Oui, il y a quand même moins de filles qui participent. Bravo, je suis fier de vous autres. Puis, en plus, vous représentez notre région, alors c'est toujours cool de voir ça. Les seuls en plus. Ouais. On pourrait dire chapeau les filles. Chapeau les filles, et voilà. Alors, Audrey-Anne, Rebecca et Marie-Ève, merci infiniment d'avoir été avec nous. Alors, on rappelle aux gens d'aller voter. Tu nous rappelles peut-être le site web pour inscrire notre vote? Donc, c'est le Grand Prix Odyssée de l'objet. Parfait. Alors, on invite tous les gens de la Haute-Gaspésie à aller encourager nos scientifiques locaux. Certainement. On peut aller sur le site pour voter par le Facebook de Gabriel Lecourtois. Effectivement. Et rapidement, en rafale, quelques petites nouvelles culturelles. Le groupe Embarque sera avec nous dans les prochaines semaines. Ils seront en spectacle ici à Sainte-Anne-des-Monts. Le groupe Embarque, c'est un groupe qui vient de Port-Cartier et c'est à eux qu'on doit cette succulente petite chanson en hommage à la traverse Bécomo-Matane qui vit des heures assez noires depuis quelques semaines. Alors, eux, justement, en revenant d'un spectacle, ils ont été coincés à l'aéroport de Montjoly puisqu'il y avait un bris de l'avion. Alors, c'est là qu'ils ont décidé de lancer officiellement la chanson directement à l'aéroport devant les gens. Alors, ils pourront venir nous interpréter cette chanson-là. Ça se passe vendredi prochain, ici même à Sainte-Anne-des-Monts. Et rapidement également, Nelson Pelletier, un auteur d'origine annemontois, il vient de lancer le livre Sophia, la princesse différente. C'est un petit hommage qu'il fait à sa nièce et aussi à sa sœur, qui est la mère de sa nièce, qui est aidante naturelle. Alors, ce livre-là sera disponible à différents points de vente, mais on pourra venir rencontrer Nelson Pelletier le 19 et le 20 avril à la pharmacie Jean Coutu et au supermarché Métro. Il fera une séance de dédicace et tous les profits de la vente de son livre seront remis à Opération Enfant Soleil pour aider justement des filles comme sa nièce Sophia. Et en terminant, on rappelle que Patrice Michaud était de passage ici en fin de semaine dernière. Il a été honoré par l'école L'Escabelle, le club optimiste de Captcha, ainsi que la ville de Captcha. Alors, un ambassadeur pour tous. Et on voit ici à l'écran John Henry Atkins de Mont-Louis et son groupe OGB qui, dans les prochains jours, se disputeront la demi-finale des Francouvertes. Alors, à surveiller, un autre petit gars de la région qui fait beaucoup de fierté
pour nous. Alors, je vois que Roger est pressé à ce qu'on termine. Alors, sur ça, on vous souhaite une bonne fin de journée. On se retrouve la semaine prochaine.